On disait déjà que le magnétoscope allait tuer la télé. Ça s'est renforcé avec le DVD, on a dit que le pay-per-view allait tuer la télé, puis on a dit que les plateformes allaient tuer la télé. Non, parce que de fait, la télé s'adapte, la télé a des atouts que tous les autres acteurs qu'on a cités n'ont pas forcément, comme la capacité à rassembler. Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même très importante, à la fois pour les annonceurs, bien évidemment, mais je pense également aussi d'un point de vue sociétal. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. Après, dans les usages, oui, à la marge, dans certaines techniques, des choses peuvent changer. Par exemple, si on parle des vidéos digitales, il faut savoir que une vidéo a 4-5 secondes pour convaincre, sur Facebook notamment. Ouais, lorsqu'on a 4-5 secondes pour convaincre, par définition, on raconte pas la même chose que lorsqu'on est Sergio Leone qui, il était une fois dans l'Ouest, la scène d'introduction à la gare où pendant 10 minutes il se passe rien, on voit une mouche passer d'un type à l'autre. Voilà, c'est pas la même chose. Donc je veux dire, c'est le rapport au temps aujourd'hui dans nos sociétés a un peu changé. Dans cet épisode, je reçois Romain Marsilly, directeur général de Vice TV France. On évoque son parcours et ses expériences à Canal+ et Vivendi, avant de discuter ensemble de ce qu'est Vice, un média international dont le rôle est de dépeindre le monde tel qu'il est, sans filtre, et de donner des clés pour mieux le comprendre. On parle de la façon dont Vice produit des contenus, la synergie entre les différents pays, mais aussi le business model de cet imposant groupe aux marques et activités diverses. Je profite également du fait que Romain soit prof à Sciences Po, avec un cours intitulé Future of TV, pour parler de l'évolution de la télévision. Dans cet épisode, on aborde des thèmes très importants pour comprendre la télévision d'aujourd'hui et de demain, notamment la force du contenu local et le changement de notre rapport au temps qui influence la façon dont on raconte des histoires. Bonne écoute. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Romain Marsilly, directeur général de Vice TV France. Salut Romain. Bonjour. Déjà je suis super content car à titre personnel j'adore Vice depuis longtemps et aussi parce que je trouve que c'est l'un des médias les plus innovants et créatifs de sa génération et certainement aussi l'un des plus beaux succès internationaux de ces dernières années. On va certainement revenir sur le groupe, son histoire, mais en chiffres, c'est 35 bureaux dans le monde, 1500 contenus produits par jour, un média généraliste Vice.com, des déclinaisons thématiques Noisy, Munchies, Motherboard, ID, mais aussi un studio cinéma et télé Vice Studio, un réseau de chaînes télé internationales Vice TV, une agence de création et bien sûr des contenus primés dans de nombreux festivals. On va aussi parler de toi, Romain, de ton parcours. Ce qui m'a paru intéressant quand j'ai préparé l'épisode, c'est que en tant que DG France de Vice TV, tu gères le développement, la production, la programmation, le marketing. Tu as été aussi secrétaire général avant. Donc, tu as aussi produit une émission que tu co-animes. Donc, ça va être assez intéressant aussi d'avoir ton point de vue puisque tu as occupé plusieurs postes et que tu as une vision assez transversale d'un média. Donc, à la fois sur la dimension contenu, mais aussi administrative, pourquoi pas. Et puis enfin, tu es aussi prof à Sciences Po avec un cours Future of TV. Donc, ça promet une troisième partie sur le futur des médias plutôt intéressante. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et pour commencer, sans surprise, ma première question habituelle, comment tu es tombé dans le bain des médias ? Écoute, merci déjà pour ces mots d'introduction. C'est une vaste question. J'aime bien le terme tomber d'ailleurs. Je suis quand même très fier de travailler dans les médias et très heureux. Je pense que la vocation était assez précoce. J'ai un souvenir c'est un souvenir assez net. Et lorsque j'étais en cours moyen, j'avais décidé de lancer un journal dans ma classe qui finalement est devenu le journal de l'école primaire qu'on distribuait où on racontait l'actualité. Alors c'était vraiment des faits d'actualité, des petites brèves, sur l'actualité réelle, pas l'actualité de l'école primaire, dans mon école à Bastia. Et voilà, je pense, ça avait un plaisir
une volonté assez précoce, et je ne saurais pas l'expliquer comme ça, mais de transmettre l'info. Je me souviens d'un petit article qu'on avait fait sur, par exemple, sur la disparition du danseur Gene Kelly. Je te parle vraiment des choses qui étaient dans les années 90. Donc voilà. Après, tu lisais déjà des médias à l'époque? Oui, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu, dans une famille qui était entourée de livres et de médias, de magazines, de journaux. Donc j'ai toujours été un énorme consommateur de presse, lecteur, téléspectateur. Beaucoup de presse écrite et magazines notamment, donc c'est vraiment une passion, je pense que c'est important et c'est quelque chose qui m'a toujours été un de mes moteurs en tout cas, de raconter, de suivre le monde des idées, de raconter aussi le monde. J'ai écrit pas mal de choses diverses et variées, légères comme un peu plus T'as toujours écrit parfois, oui, parfois signé, parfois pour d'autres, mais oui, mais non, mais c'était, c'est en tout cas ça fait partie de mes moteurs. Donc travailler dans les médias a toujours été pour moi un objectif, une volonté. J'ai eu la chance de commencer ma carrière dans le groupe Canal. J'y ai été stagiaire, j'y ai été apprenti. Puis après, ça a été mon premier job. C'était quoi? Tu étais au marketing, c'est ça? Alors oui, j'étais côté édition chez Canal+, et marketing sur les programmes. Donc, quand je dis marketing sur les programmes, c'est vraiment aux études. Programmes, études qualitatives et surtout, enfin, qualitatives et quantitatives, les deux. Métier d'études assez éditorial, puisque il s'agissait de décortiquer, de comprendre les réactions des téléspectateurs sur les différentes émissions, sur différentes thématiques du groupe Canal. Alors, moi, je travaillais principalement sur le sport, l'info et le clair. Donc c'était une petite dizaine d'années, c'était passionnant. Je pense que comprendre, ça a aussi toujours été un de mes centres d'intérêt, essayer de comprendre l'opinion, de comprendre les ressorts de l'opinion, sans faire de la sociologie bien sûr, mais c'est très intéressant notamment d'étudier l'évolution de la société à travers le prisme des médias, et notamment de la télévision. Lorsque la durée moyenne, à l'époque, c'était quasiment 4 heures d'écoute télévision, pour regarder la télévision, oui, c'est structurant dans le quotidien, dans le quotidien des gens. Donc, s'intéresser aux évolutions de la société, qu'elles soient politique, qu'elle soit plus généralement sociétale, à travers le prisme des médias et de la télévision, je trouve que c'est un poste d'observation exceptionnel. Les médias sont un poste d'évolution de la société, d'observation de l'évolution de la société exceptionnel. Donc c'était une chance de faire ça, notamment dans le groupe Canal, avec la richesse de ses contenus. Donc je me suis bien amusé, j'y ai beaucoup appris et fait de belles rencontres. Et ce qui est marrant, déjà à l'époque, moi je me rappelle, je pense à peu près le même âge, donc à l'époque, travailler chez Canal, c'était un peu le Graal, quand on travaillait dans l'audiovisuel en tout cas, parce que c'était vraiment la boîte à l'époque cool, etc. Et un autre point qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce que tu dis, c'est sur la partie analyse, puisqu'en fait, on a l'impression parfois que le contenu des médias ou télé, etc., c'est un peu du feeling, où c'est les gens qui choisissent des programmes un peu de façon avec les tripes, et preuve qu'il y a aussi derrière des équipes qui analysent rationnellement comment sont perçus des programmes, comment sont aimés les programmes, et ça c'est important de le dire aussi. Oui, et effectivement, tu le soulignes, travailler chez Canal, je pense, mais est toujours un Graal, parce que c'est un groupe, Canal, plus groupe de lundi, qui a une puissance, et puis je pense que c'est une fierté aussi de travailler pour un acteur qui a cette ambition, ce dynamisme en France et en Europe. On parle beaucoup de mondialisation des médias, bien évidemment, mais d'avoir des acteurs européens et français, c'est absolument fondamental, et Canal en est un. Vice est aujourd'hui distribué en France, Vice TV en exclusivité par Canal, mais au-delà de ce lien aujourd'hui entre la chaîne, entre la chaîne et le groupe Canal, moi à titre personnel, bien sûr, j'ai beaucoup d'affection pour ce groupe et d'admiration pour ce qu'il est. Là où il y avait aussi un grand centre d'intérêt, c'est que il y avait bien sûr des budgets d'études, je pense qu'ils sont toujours bien évidemment, mais à l'époque, en tout cas très conséquents. Donc on pouvait vraiment tout décortiquer, à la fois de manière quantitative, c'est-à-dire avec bien sûr des batteries de sondage, bien évidemment, et puis de manière qualitative. Et ça, pouvoir et puis faire de la veille, regarder ce qui se passe dans le monde. Je pense que Canal, c'est toujours aussi a toujours été très ouvert par rapport à ce qu'il y a aux évolutions, aux innovations, qu'elles soient médias ou qu'elles soient technologiques. Donc ça, c'était vraiment j'ai eu de la chance, parce que pour commencer sa carrière dans les médias, je crois que c'était vraiment un poste d'observation et d'apprentissage idéal, je dirais. Et je fais juste une petite parenthèse justement sur
l'analyse qualitative d'un contenu. Vous faisiez des focus group, par exemple, avec Tout à fait. C'est juste pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe dans les dessous, mais... Oui, alors, ça me semble un peu loin maintenant car c'était mon premier métier, ça fait quelques temps que j'en ai plus fait, mais oui, bien sûr, on en faisait et c'est passionnant à suivre. C'est passionnant et je continue moi-même à essayer de me nourrir du plus d'études possibles qu'on trouve ici et là à travers des think tanks, à travers des organes de presse, bien sûr de manière aussi également professionnelle, mais les focus group c'est très intéressant. Et je le dis peut-être pour nos auditeurs, c'est vrai que lorsqu'on veut étudier des évolutions de programmes, des évolutions éditoriales, c'est toujours très important d'avoir ce double process entre les études quantitatives d'une part qui permettent d'avoir des grandes masses. Voilà, et aujourd'hui, bien évidemment, avec la data dans le digital, c'est encore plus passionnant parce qu'on peut vraiment rentrer dans des détails d'analyse très intéressants. Mais pour comprendre on va dire les micro-signes, les études qualitatives, donc, qui passent souvent par les focus group. Ce n'est pas la seule méthodologie, bien sûr, il y en a d'autres, les interviews, enfin voilà, on pourrait en multiplier, mais c'est vrai, c'est effectivement très, très intéressant d'observer, de les construire et d'écouter. Je crois que en tant que média, tous les médias ont le devoir qu'ils soient plutôt prescripteurs, qu'ils soient plutôt curateurs, qu'ils soient plus généralistes, peu importe. Dans tous les cas, il faut rester vraiment à l'écoute de ces publics. Et savoir changer, modifier le contenu, parce que c'est important aussi. C'est toujours parfois le risque, parce que c'est justement l'avantage, on y revient, des études qualitatives. Parfois, tous les signaux peuvent sembler ouverts, et en fait, il y a des micro-fissures qui sont en train de se créer. Et là, il faut entrer dans le détail et parfois avoir le courage, y compris, ça arrive notamment pour des séries, parfois, que ça peut soit de la fiction ou autre, parfois il faut savoir arrêter avant le début du déclin. Voilà. Et ça, c'est toujours assez difficile parce que ça demande un peu de courage, mais en tout cas, les études permettent d'observer tout ça. Ok, et donc après ce passage donc chez Canal, t'es resté dans le groupe Vivendi. Oui. Comment s'est fait un peu ta projection? Alors oui, j'ai eu une expérience positive, qui m'a intéressé, mais qui m'a éloigné des médias assez rapidement en conseil. Je suis rapidement revenu dans le groupe Vivendi à travers, de manière indirecte, mais plus directe, à travers Havas, où là, les rencontres sont très importantes dans nos métiers. Je pense que on en reparlera après, mais effectivement, et j'ai eu le plaisir d'être pendant plusieurs années le chief of staff, comme on pourrait dire, de Dominique Delport, que j'ai rencontré donc chez Havas d'abord, qui donc était managing director d'Havas, membre du conseil de surveillance de Vivendi, président de Vivendi Content. Donc j'ai travaillé chez Vivendi avec lui. Voilà, vraiment quelques années passionnantes. C'était quoi les missions à Vivendi à ce moment-là? Enfin, toi, en tout cas, parce que Vivendi, pour moi, c'est vraiment une énorme nébuleuse. Ils sont dans la musique, dans le cinéma, tout à fait. Les chaînes de télé. Donc... Tout à fait. Vivendi, comme tu le dis, c'est justement beaucoup de secteurs d'activité liés aux industries des médias, de la culture, du spectacle. Parmi les marques du Vivendi les plus emblématiques, bien évidemment le groupe Canal+, mais il y a Universal Music Group, il y a Dailymotion, il y a Gameloft, il y a Havas, il y a toutes ces salles magnifiques comme l'Olympia, comme le Théâtre de l'Œuvre, voilà. C'est le Vivendi, effectivement. Et l'intérêt, enfin notre mission, et je crois que c'était quelque chose de très, très important, c'était, aujourd'hui, je pense que Vivendi fonctionne vraiment bien de cette manière. Il y avait Editis aussi plus récemment, Editis qui est rentré dans le groupe, c'est justement créer des ponts entre ces différentes entités. Et ça, je crois que c'est complexe. C'est complexe. Je pense que ça a été une des principales œuvres de Vincent Bolloré aussi à la tête de Vivendi depuis qu'il est rentré dans le groupe. Je crois effectivement c'est de créer des ponts entre ces marques très fortes, mais qui ne se parlaient pas toujours. Or, on peut faire beaucoup de co-création de contenu, de programmes, que ce soit des programmes internes, externes, que ce soit du pur éditorial, que ce soit des choses plus, on va dire, administratives, de communication, liées aux ressources humaines. Il y a des passerelles à créer entre ces immenses groupes, histoire d'avoir justement ce géant, cette force industrielle française et européenne. Ça, je pense que c'était une très belle mission. Et puis, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on a fait vraiment beaucoup de choses ces quelques années.
moi, mon attachement au groupe demeure fort. Après, Dominique Delport a été nommé président de l'International et Chief Revenue Officer du Vice Media Group. Et c'est là où on arrive à Vice. Et au bout de quelques temps après son arrivée, il m'a demandé de prendre en charge certaines responsabilités à Vice France. Okay. Voilà comment ça s'est passé. Et donc, Vice, alors lui, il était côté groupe international ou tout de suite, il était dans l'entité France? Ah non, lui, ses responsabilités étaient vraiment mondiales. Ok. Et la partie France, ça arrivait à quel moment en France parce qu'ils ne sont pas arrivés tout de suite. Vice, alors attends, parce que j'ai pas été clair. Vice ne s'est pas lancé récemment en France. Vice a été créé au niveau mondial en 1994. Voilà, comme tu l'as rappelé. L'arrivée en France, si la mémoire est bonne, c'est 2006 ou 2007. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc le groupe, il y a eu du très bon travail qui a été réalisé pour implémenter la marque en France. Puis, toi, t'es arrivé en quelle année? La marque digitale, donc moi je suis arrivé en 2018, okay. Donc ça fera bientôt 3 ans. La marque en France digitale est extrêmement forte. La marque télé, Vice TV, a été créée en France, a été lancée en 2016. Ouais. En 2016. Viceland, qui s'appelait effectivement Viceland. Voilà, qui s'appelait Viceland. Et le changement de nom a eu lieu en début d'année 2020. Ouais. Voilà. Mais la chaîne, effectivement, s'appelait Viceland, distribuée, donc, comme je l'ai dit, depuis le début en France, en exclusivité par Canal. Voilà. Quant à moi, je me suis dans les premiers mois occupé notamment principalement du digital. Tu mentionnais Dominique Delport, ses responsabilités sont au niveau mondial pour lui. Et pour ma part, donc on a essayé et je pense qu'on a créé, on a renforcé. On avait une relation déjà entre nos audiences et la marque forte. Je pense qu'elle est au moins aussi forte aujourd'hui, avec des projets de développement, des nouvelles équipes éditoriales aussi qui sont arrivées entre-temps, très positives, très dynamiques. Et ça, je crois que c'est un grand plaisir de travailler dans une boîte où la moyenne d'âge est en dessous de 30 ans, avec des équipes créatives, mais vraiment remarquables, que ce soit du pur édito ou commercial également, faut pas l'oublier. Elles sont vraiment très créatives, très agiles. Elles arrivent à créer des idées à destination de nos publics et des nombreuses marques qui nous font l'honneur de leur confiance, vraiment remarquables. Donc c'est vraiment un plaisir de travailler ici. On va revenir un peu plus en détail après sur effectivement comment ça fonctionne chez Vice et justement votre modèle d'affaires avec les marques, etc. Et juste pour finir un peu sur ton parcours, juste pour comprendre, au-delà de l'opportunité que tu as eue grâce à Dominique Delport, tu connaissais Vice avant, bien sûr, j'imagine, mais qu'est-ce qui t'a, au-delà certainement peut-être du poste et responsabilités qui t'ont été proposées, qui devaient être évidemment très intéressantes, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a quelque chose qui t'a particulièrement séduit chez Vice, parce que passer de Vivendi à Vice, c'est même si il peut y avoir une certaine partie de l'ADN en commun avec Canal, un peu innovant, un peu créatif, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé chez Vice, en fait? Oui, bon, comme tu l'as dit, effectivement, il y a des choses, il y a des traits communs. Après, ce qui m'a aussi beaucoup... Déjà, j'étais un lecteur, bien sûr, un lecteur de Vice. J'ai toujours aimé la grande liberté de ce média. Le fait qu'il a toujours réussi à faire éclore de nouveaux talents aussi, à donner la parole à ceux qui l'ont pas forcément. Et ça, je pense que dans un univers médiatique parfois un peu sclérosé en France, je crois qu'un média qui a cette liberté, qui a le courage aussi de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas toujours, c'est très intéressant. Donc il y avait un challenge effectivement fort afin de renforcer la marque en France. Une belle marque, avec une belle marque comme ça, c'est un plaisir. Et pour revenir un peu donc sur l'histoire du média, parce qu'il était créé en 94, je crois que c'était un journal gratuit qui était distribué à Montréal, c'est ça? Tout à fait. Ça s'appelait même Voice of Montréal initialement. Ouais, c'est ça. Ça a perdu son haut quand le média s'est développé et puis est parti s'installer aux États-Unis. Mais effectivement, un média à l'origine de underground, contre-culture, qui a cartonné à Montréal. Et comment on peut expliquer qu'à un moment donné ça a explosé, parce que c'est un succès populaire avant tout, c'est le digital qui a permis ça? Succès populaire, succès culturel et succès journalistique. Et je crois que le digital a effectivement mis en valeur cette force journalistique qui est dans l'ADN bien sûr du groupe, quelle que soit la branche.
Vice a notamment journalistiquement, même si c'est jamais agréable de parler de hit, on parle pas de musique, on parle de journalisme, mais a fait quand même des coups assez incroyables en termes de grand journalisme et a reçu, je pense, à peu près tous les prix possibles. Je citerai trois éléments, trois coups, on va dire, qui ont vraiment marqué l'histoire de Vice, en tout cas la dernière décennie. Vice a été le premier média à filmer l'État islamique en train de prendre possession de Raqqa. Donc des images qui avaient été reprises absolument partout à l'époque. On parle des années 2012-2013, dans mon souvenir, qui avaient vraiment été reprises partout, notamment en France, par Envoyé spécial aussi. Enfin voilà, donc il y avait eu la force de ce reportage-là, parce que dans le code de Vice, il y a ce journalisme très courageux. Vraiment... caméra au point, on va sur les terrains d'opération, on n'hésite pas, et il y a toujours eu cette volonté de décrire le monde avec le moins de biais possible, décrire le monde tel qu'il est. Voilà, avec le moins de biais, ça je pense que c'est toujours l'ADN premier de Vice, et donc ce journalisme-là, très courageux, existe, et Vice l'incarne. Il y a eu bien sûr, donc il y a eu Raqqa, il y a eu une série de reportages, certains loufoques, mais toujours très intéressants, sur la Corée du Nord. Et Vice, effectivement, était l'un des premiers médias, on va dire, occidentaux à avoir, je vais pas dire ses entrées en Corée du Nord, parce que parfois les entrées étaient un peu forcées, on va dire, mais voilà, à faire des images vraiment étonnantes. Après, avec Trump et Kim Jong-un, on a beaucoup plus entendu parler et vu la Corée du Nord, mais avant ça, on n'en voyait pas. Et Vice a fait des choses vraiment étonnantes, des articles aussi, le tour de Corée du Nord à vélo, enfin voilà, ça allait aussi bien sur la géopolitique que sur des choses plus légères, et c'est ça aussi, cette diversité de ton fait également partie totalement de l'ADN de Vice, et je crois que on ne peut qu'aimer. En tout cas, moi j'ai toujours été fan. Après, moi, ce que j'aime chez Vice, c'est que je pense que ça explique aussi un peu son succès, c'est que ils ont, vous avez d'ailleurs vous donnez des voix, justement, on parlait de Voice of Montréal, vous donnez la voix des gens qu'on n'entend pas. Donc souvent dans les médias, il y a des partis pris un peu extrêmes. C'est blanc, c'est noir, mais on donne pas certaines visions un peu entre les deux. Parfois. Qu'on n'a pas envie d'entendre sur les médias, et en fait je trouve que ça c'est arrivé avec les réseaux sociaux, où en fait les gens ont commencé un peu à libérer la parole, à donner d'autres choses, d'autres visions de la société, de la politique, que ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux classiques, enfin c'est les médias classiques, et je trouve que Vice a fait ça, dans les premiers à le faire vraiment bien, et c'est arrivé en même temps que ces réseaux sociaux, dans les années 2008 notamment, et ce qui peut expliquer en partie aussi peut-être le succès de Vice. Oui, et quand je disais tout à l'heure donner la parole à ceux qui l'ont pas forcément, c'est sur tous les plans. C'est sur le plan bien sûr idéologique, mais c'est de donner la voix aux jeunes. Et c'est vrai que dans les médias, c'est très difficile pour les jeunes de percer, pour les jeunes voix, et que quel que soit finalement le domaine, que ce soit du pur journalisme ou des talents créatifs, ça, il y a toujours eu cette volonté, donc c'est très important. Également de la diversité. On est quand même dans un paysage médiatique en France, il y a souvent des études qui le montrent, qui manquent de diversité. Donc voilà, Vice a toujours eu cette ambition de donner la voix, d'être un peu le porte-parole, ou un porte-voix plutôt, porte-parole, je préfère, de la jeunesse, et également de donner les clés de compréhension du monde à ces publics, et nos publics sont principalement jeunes, notre corps de cible c'est quand même 15-35 ans. Donc, c'est ça. Voilà. Après, donc si on revient un peu plus sur donc Vice France, donc qui s'est lancé 2006-2007, l'idée, j'imagine initiale, c'était déjà de traduire pas mal de contenu qui était en anglais, en français, mais il y a aussi très vite de la production locale aussi qui a été faite. Ah bien sûr, tout à fait. Plus de la moitié, Plus de la moitié depuis le début. Oui, plus de la moitié, c'est de la production locale, effectivement. Alors, les deux sont intéressants. Je pense que nous avons un des publics aujourd'hui, c'est encore plus vrai en 2020 que ça ne l'était en 2007, mais très connecté, qui s'intéresse, très curieux. Je pense que c'est un des traits caractéristiques de nos audiences, très curieuses, qui s'intéressent à l'évolution du monde partout. Donc, effectivement, c'est une chance de pouvoir se reposer sur des articles venant du monde entier qui sont traduits. Néanmoins, la réalité d'un média, et surtout un média d'actualité et de culture, c'est la force locale.
Voilà, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que le monde soit plat et que voilà, non. C'est très très important d'avoir une véritable empreinte locale, d'où les contenus locaux, comme tu le soulignais. Et du coup, je me posais la question, quand vous recrutez des journalistes pour Vice, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un process, vous leur dites, bah voilà, j'imagine qu'évidemment ils connaissent le média, mais vous leur dites, voilà, la tonalité c'est ça. Est-ce qu'il y a une espèce de charte Vice, ou c'est vraiment vous faites confiance, chacun y va avec sa patte? Oui, alors notre excellent rédacteur en chef, Paul Douard, qui donc gère tout le digital, ce que vous voyez sur Vice.com, pourrait te répondre bien mieux que moi. Je renvoie quand même à un des articles récents qu'il a publié, où justement, parce que nous avons une rédaction interne, nous avons beaucoup de gens qui nous écrivent parce qu'ils veulent publier dans Vice. Ça, je crois que depuis toujours, il y a eu aussi des journalistes, parfois pour des tribunes ou autres, aujourd'hui un peu moins, mais surtout des textes journalistiques, d'humeur, de culture. Ça, c'est toujours beaucoup de plumes talentueuses veulent s'exprimer sur Vice. Donc ça, c'est formidable. Et comme on reçoit, surtout Paul reçoit beaucoup de mails, il a fait un article très, très clair, en même temps assez drôle, comme il sait les écrire, sur quels sont un peu les critères. Ok. Voilà, donc je renvoie les auditeurs je mettrai le lien à cet article, et où il décrit très bien justement ce qu'on peut attendre et ce qu'on recherche. Donc vous prenez à la fois vous avez des gens en interne, mais vous prenez aussi des freelances, des pigistes, bien sûr, tout à fait, comme tout média. Donc vous produisez donc principalement de l'écrit, mais vous faites aussi maintenant beaucoup de vidéos. C'est quoi votre vous avez eu le partenariat avec Snapchat, Discover à l'époque. On va peut-être y revenir, mais voilà, à quelle proportion vous produisez des contenus, quel type de contenu? Alors, c'est justement ça, c'est un point clé, c'est que le groupe aujourd'hui est très diversifié. Donc Vice produit énormément de contenu de tout type. Et là, on peut classer, un peu rapidement, plusieurs types d'activités au sein du groupe. Il y a effectivement l'activité digitale, le site, les comptes sociaux. Tu mentionnais le fait qu'on a été parmi les premiers, je crois, les premiers à avoir ce partenariat dans le Discover de Snapchat, qui est une opportunité formidable parce qu'elle nous a connectés aussi à une nouvelle audience encore plus jeune. Donc ça, c'est formidable de voir une marque qui parle de 15 ans jusqu'à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Même si le cœur, je te disais tout à l'heure, c'est 15-35, ça va beaucoup, beaucoup plus haut. Évidemment. Donc ça, c'est vraiment une chance d'avoir ça. Donc on a le digital qui repose avant tout sur l'écrit et des vidéos courtes, parfois aussi un peu plus longues, sur le digital et les réseaux sociaux. Primo. On a la télé. Donc j'ai la charge en France, c'est encore un autre modèle, c'est pas la télé linéaire classique. La télé la chaîne classique, je sais pas si littéralement, je pense pas qu'on soit très classique, mais effectivement, donc chaîne de télé, là en l'occurrence en France, c'est un partenariat de distribution, enfin un deal de distribution exclusif avec Canal+, donc voilà, c'est encore une autre ligne. Après il y a également Vice Studio. Vice produit des contenus, des longs métrages, des documentaires plus longs qui peuvent sortir au cinéma, qui peuvent être distribués par des plateformes. Par exemple, j'en dis mais je peux en dire beaucoup plus, mais on a eu un énorme succès l'an dernier, en 2019, avec un documentaire unitaire qui a cartonné, enfin tous mes étudiants à Sciences Po l'avaient vu 3 jours après sa sortie sur Netflix, qui s'appelait Fire Festival. Ah, c'est vous ça? Voilà, donc ça c'est Vice qui, voilà. Ah, c'est Vice, ok. C'était absolument... Il est génial ce documentaire. C'était génial, et puis je crois que pour toutes les personnes qui travaillent dans les médias et la communication, je trouve que ce documentaire et ce qu'il montre est une parfaite métaphore parfois du vide qu'il peut y avoir dans la communication, dans le monde des influenceurs, et les drames que cela peut causer humains. Là, on a été intellectualisé de propos, mais c'est quand même un documentaire avant tout très drôle à voir. Je crois qu'il faut le préciser. Donc voilà, donc il y a aussi Vice Studio. Il y a par ailleurs, et je disais dans le digital, je fais un petit retour en arrière. Il y a la marque Vice, bien évidemment, qui est le vaisseau amiral, mais il y a ID. Alors, il y a des déclinaisons qui sont des verticales thématiques, comme Mova Board Noisy, mais il y a des marques à part encore. ID, qui a été créé en 1980, qui est vraiment le média mode culture contre-culture de Vice, beaucoup plus mode, voilà, qui est britannique, pas totalement la même, son origine est britannique. Il y a Refinery 29,
qui est également un média, alors c'est une acquisition pour le coup beaucoup plus récente, qui est un média généraliste, visant plutôt un public féminin, jeune et féminin. Il y a Garage, alors là c'est beaucoup plus arty, voilà, mais c'est très intéressant, c'est un périodique, donc il y a plusieurs marques, y compris au niveau du digital et du papier. Je finis un peu le tour d'horizon, il y a également Vertio, qui est une agence, voilà, qui est une agence de communication et de créativité, qui travaille avec aussi beaucoup de marques. Et puis au sein de cette sphère, il y a également d'autres entités comme Pulse, qui est une boîte de production extrêmement talentueuse, à la fois de fiction et de publicité, voilà. Et donc voilà, ça fait beaucoup de métiers différents, des métiers édito, bien évidemment, car le fond de tout ça, c'est avant tout le pur contenu. C'est des métiers de création pour des marques, c'est des métiers de régie avec des enjeux absolument passionnants aujourd'hui. Et la régie de Vice qui est puissante, la régie qui est dirigée par Géal Azoulay, qui fait vraiment un travail remarquable, à la fois dans la publicité, on peut dire un peu traditionnelle, mais également dans tout ce qui est brand content. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire aussi que Vice a été un des précurseurs dans un brand content beaucoup plus audacieux et à destination de toutes les marques, y compris parfois des marques très traditionnelles et très institutionnelles. Donc voilà. Et alors, c'est super intéressant. Moi, il y a une question que j'avais, c'est justement quand on voit toutes ces marques et en fait, c'est intéressant parce qu'elles sont globales à la fois, mais en même temps locales, puisque vous les adaptez. C'est quoi votre marge de manœuvre aujourd'hui en France par rapport au groupe, à la maison mère, en fait, puisque voilà, est-ce que il y a effectivement la marque Vice, donc quelle marge de manœuvre vous avez? Est-ce que vous êtes assez libre? Est-ce que vous avez des choses qui vous sont imposées? Comment ça fonctionne? C'est comment rester libre et avec une entité propre dans un groupe, et donc comment se fondre dans un collectif. Pardon pour ces mots qui peuvent paraître un peu bateaux, mais je pense que c'est une problématique que peuvent rencontrer beaucoup d'acteurs dans plein d'industries radicalement différentes. Pour les médias, c'est bien sûr encore plus important, étant donné que ça touche au domaine des idées, la manière dont on raconte l'information. Donc effectivement, il y a eu une unité de ton, une unité de principe, bien évidemment. Après, chaque journaliste et chaque rédaction locale arrive à imposer sa propre empreinte, son propre ton, sa propre liberté, selon aussi les esprits des différents pays. La France n'est pas les États-Unis. Les thématiques, il y a bien sûr énormément de thématiques communes partout dans le monde, et beaucoup d'événements qui passionnent nos audiences de manière mondiale. Mais après, voilà, le point de vue n'est pas toujours le même. Et on l'a vu récemment, on pourrait citer beaucoup d'exemples sur plein de questions. Le point de vue américain, le point de vue asiatique, le point de vue européen et français à l'intérieur, avec cette fameuse exception culturelle française, n'est pas le même. Ouais, donc c'est très très important. Moi je crois que c'est très important que les médias, y compris les groupes d'envergure mondiale comme Vice, arrivent à conserver une forte empreinte, une originalité locale. Et je pense que c'est un défi, mais aujourd'hui, en tout cas jusqu'à présent, on peut être très heureux de la liberté qui nous est offerte, mais c'est un point qui est très important à surveiller. Après, ma question, c'était aussi dans quelle mesure vous rendez des comptes. Alors, rendre des comptes, c'est pas forcément péjoratif ou négatif, c'est-à-dire dans quelle mesure voilà, on vous demande des retours sur à la fois la partie contenu et à la fois la partie plus business ou administrative, où on va contrôler, je sais pas, vos chiffres peut-être, ou est-ce que c'est on vous laisse un peu carte blanche et puis une fois par an on fait le bilan? Non, c'est très intégré. Ok. Non, mais c'est important. Non, mais c'est effectivement, là il y a pu avoir des évolutions au cours des dernières années. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus intégré. Ce qui a beaucoup de côtés positifs aussi, hein, parce qu'il faut bien voir que ça permet de créer, encore une fois, pardon d'utiliser ces mots un peu qui peuvent presque s'apparenter à des poncifs, mais ça crée quand même aussi des synergies. Et je parle de choses concrètes, c'est pas uniquement le terme marketing qui est balancé comme ça. Des reportages qu'on peut faire avec des points de vue, des mêmes thématiques qui sont traitées sur plusieurs angles, sur différents pays. Lorsque certains tournages vidéo nécessitent des équipes dans différents pays, on sait qu'on a des équipes dans différents pays qui peuvent aider. Ça permet aussi de bien organiser les traductions, les traductions. Ça permet aussi de se reposer sur des expertises qui peuvent être différentes.
voilà, les idées infusent. Par exemple, on peut aussi adapter des formats qui fonctionnent bien et l'échange peut se faire dans les deux sens. Hein. Un de nos formats, on en parlera peut-être après, mais qui a extrêmement bien marché ces 2 dernières années à la télé, c'est Thérapie, Ouais. qui est l'adaptation d'un format Vice testé d'abord aux États-Unis, qui s'appelle Thérapeute. Voilà, donc il y a des choses qu'on peut tester et dans tous les pays, voilà, le test and learn est. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a eu des contenus français que vous avez créés, qui ont été repris dans d'autres pays? Oui, alors, les articles français sont souvent, peuvent être souvent traduits, bien évidemment. Et les contenus vidéo, sur les formats vidéo? Bien évidemment. Je pense par exemple au contenu sur Vice, on va revenir sur Vice TV. Il y a une émission avec Joy Star, par exemple. Est-ce que je ne sais pas si elle a été reprise, mais est-ce que voilà, ces formats un peu originaux de la chaîne France peuvent être réadaptés ou mais juste traduits, pourquoi pas? Alors, traduits, oui. Après, parfois, les anglo-saxons sont un peu moins curieux que nous, mais je parle en termes de pure traduction, mais oui, ils traduisent. Et lorsqu'on fait des enquêtes qui ont vraiment un écho, je veux dire, universel, c'est repris. Un exemple concret, récemment, une journaliste Justine Rex, a fait une remarquable enquête sur les Ouïghours, le traitement des Ouïghours en Chine. Bien sûr, c'est une enquête qui a fait beaucoup de bruit, qui a été beaucoup reprise en France et qui, naturellement, a été très reprise à l'étranger. L'article a été traduit et amplifié à l'étranger. Donc, ça se fait vraiment, bien sûr, dans les deux sens. Et puis, il y a parfois des choses qu'on fait en France qui inspirent aussi d'autres pays. Exemple concret, on a un partenariat depuis déjà 3-4 ans avec le Red Star, le club de foot, iconique de Saint-Ouen. Bon, c'est une initiative qui a énormément plu. Le maillot, lorsque le maillot, quand le Red Star a une année à jouer en Ligue 2, et que le maillot, vous pouviez le trouver par exemple sur FIFA, le maillot Vice, ça avait de la gueule d'avoir le maillot Vice sur FIFA, et ça, qu'on soit en France ou qu'on soit au Japon ou aux États-Unis, ça impacte. Je crois qu'un partenariat pas équivalent, parce que le nôtre est particulièrement fort avec le Red Star, mais avait été fait au Canada avec une équipe de football américain, je crois que c'est les Alouettes de Montréal. Voilà, donc je veux dire, il y a aussi des choses sur lesquelles on peut inspirer, et c'est ça, je pense, un bon aspect de travailler dans un groupe international, c'est que les idées peuvent bien circuler. Ok. Parle-nous un peu de Vice, de ton quotidien en fait. Ça m'intéresse de savoir comment tu répartis ton temps. Tu me disais que tu travaillais principalement donc sur la Vice TV, donc la chaîne. Oui. Juste pour les gens qui savent pas comment ça marche un peu les coulisses tu vois, d'une chaîne, comment tu organises ton temps? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes tâches principales? Il y a beaucoup de choses très, très variées. J'imagine. Lorsqu'on dirige la chaîne, il y a bien sûr aussi des aspects un peu plus administratifs, même si un autre avantage d'avoir un groupe intégré, beaucoup de choses sont faites aussi à l'étranger. Non, une grande partie de ma tâche est très éditoriale, bien évidemment. Sélectionner, réfléchir aux prochaines productions, en produire moi-même, surveiller et travailler avec les créateurs sur l'avancement des différentes productions. On produit beaucoup, comme tu le rappelais tout à l'heure. Donc effectivement, il y a une grande partie de stratégie éditoriale, de production. C'est l'essentiel de mon temps. Il y a une grande partie marketing, parce que je pense que Vice, comme a toujours réussi, et on a une très bonne équipe marketing, à faire du bruit autour de ces émissions, autour de la chaîne. La marque, si la marque est forte, c'est pas pour rien. C'est bien sûr grâce à la force des contenus, mais c'est aussi à tout ce qu'on fait pour les amplifier. Donc il y a également une grande partie de réflexion marketing avec l'équipe, que ce soit sur la marque en général ou sur les différents programmes qu'on lance. Et il y aura des très belles choses. Malheureusement, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais il y aura de très belles choses, des opérations assez spectaculaires en début d'année. Donc, en début d'année 2021. Donc oui, il y a effectivement une grande variété, mais l'éditorial, l'éditorial au sens large du terme, augmente une partie de mon temps, sachant qu'il y a également, bien sûr, la gestion de la relation avec les différents partenaires. Ouais. Canal. À commencer par, bien évidemment, par notre distributeur exclusif, mais par d'autres partenaires qu'on peut avoir. J'ai mentionné le Red Star, voilà. Pour revenir un peu juste sur la production, donc toi, je sais que tu produis aussi une émission, on va dire 2 mots après.
aujourd'hui, la production, c'est que de l'interne ou vous travaillez avec des boîtes de production extérieures? Tous les schémas existent ou ont existé, production 100% interne, coproduction, production exécutive, voilà, il y a tous les schémas existent, ça dépend des programmes. On essaye à chaque fois de choisir la meilleure solution, ça dépend aussi d'où vient l'idée. Ça fait partie du process. Vous faites des appels d'offres, enfin vous demandez Alors, disons sur certaines thématiques ou pas tant que ça. On a je veux pas sembler trop, c'est pas de l'arrogance que de dire ça, mais la marque est quand même très populaire et assez appréciée et on reçoit quand même beaucoup de sollicitations. Ouais. Voilà, donc ça c'est quand même un plaisir c'est un plaisir de voir que beaucoup de gens souhaitent travailler avec Vice. Oui. Donc on reçoit, on a quand même pas mal d'idées internes aussi. On a des marques de programmes assez fortes. Par exemple, on a Sensus qui est un programme Vice. Une idée Vice, dont nous sommes en train de finaliser la production. On est même au stade maintenant de la finalisation de la post-production de sa 3e saison. Sensus, c'est vraiment un très beau concept. Je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on donne la parole à nos audiences, c'est très important. Et ben, on va voir, on les filme, des jeunes de tous les horizons, partout en France, et on les fait parler sur des différentes thématiques. On en voit beaucoup, donc il y a un gros travail après de sélection, de mise en ordre aussi, pour que le propos global soit cohérent et intéressant pour tes spectateurs. Et cette saison, qui sera diffusée fin janvier, donc nous finalisons la post-production, nous avons rencontré beaucoup de jeunes autour de 20 ans pour parler de cette année exceptionnelle que fut l'année 2020. Et avoir 20 ans en 2020, c'est compliqué, je crois, dit le président de la République. On a voulu voir. Alors, il y a beaucoup d'enquêtes en ce moment qui sont sorties, notamment en fin d'année, de sondages sur le rapport des jeunes au confinement. Et ces enquêtes-là sont passionnantes. Mais je crois que notre série apportera un point de vue différent. Tout à l'heure, on parlait, lorsqu'on fait des études marketing, de cette complémentarité essentielle entre le qualitatif et le quantitatif. Voilà, là, je crois que nous sommes vraiment en plein dans une enquête qualitative et un beau portrait. Ça restera, je crois, et j'incite tous nos auditeurs à le voir sur notre chaîne, mais également sur MyCanal, parce que MyCanal est un apport d'audience essentiel pour nous. On y reviendra peut-être. Mais donc, à partir de fin janvier, ce Sensus est un portrait générationnel, masqué, confiné, des jeunes en 2020. Et je crois que c'est un témoignage qui restera. Ouais, effectivement, c'est une marque, un peu une marque de l'époque, et puis on s'en rappellera. Moi, je voulais revenir aussi sur sur la chaîne TV, son système de distribution. Alors, évidemment, je sais que c'est pas toi qui es à l'origine, mais si tu peux nous expliquer effectivement le parti pris qui a été fait initialement d'être distribué exclusivement par Canal. Donc, sa chaîne de télé, aujourd'hui, n'est disponible que pour les gens qui sont abonnés Canal. Pourquoi ne pas avoir fait une stratégie d'OTT en direct auprès des utilisateurs? Est-ce que c'est quelque chose que à laquelle vous réfléchissez? Voilà. Comme tu l'as dit, je ne suis pas à l'origine de ce deal. J'étais à l'époque de l'autre côté d'ailleurs. Parce que j'ai travaillé dans le côté. J'étais côté Vivendi. Je crois que là, il y a toujours une grande affinité entre les marques. Canal et Vice. Tout à fait, que tu as souligné. Donc ça avait beaucoup de sens en termes éditorial, en termes de distribution. Pour nous, à l'époque, MyCanal est encore plus puissant aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années, mais c'est fondamental pour une chaîne comme la nôtre d'être adossée à une telle plateforme qui n'a cessé de s'améliorer, d'être l'UX est toujours plus agréable, toujours plus intuitive et avec toujours de nouvelles fonctionnalités. Donc nous, c'est fondamental. Et bénéficier de la force de distribution de Canal en France, de l'exposition que permet à la fois, bien sûr, le bouquet Canal, mais également, donc, aujourd'hui, MyCanal, c'est une chance formidable. Je crois donc ça, effectivement, c'était le parti pris en 2016, ça l'est toujours en 2020. D'accord. C'est des accords qui sont renouvelés tous les ans, ou c'est des accords que vous avez sur des accords sur des périodes un peu plus longues, plus longues et okay. plus longues.
Ok, juste un petit mot sur ton émission, parce que tu produis aussi une émission qui... Oui, enfin, je pense que tu fais référence à Devise, peut-être. Ouais, Devise. Alors, j'en produis plusieurs. Celle-là, en l'occurrence, c'était un peu particulier parce que je l'ai à la fois produite, mais je l'ai aussi co-animée. Ouais, c'est ça. Avec deux journalistes, Justine Rex, dont je parlais tout à l'heure, de la rédaction de Vice, et Anna Francesca Leccia, qui est une jeune journaliste corse également très talentueuse. On a, le but était de faire une série, non pas une émission qui laisse prolonger pendant toute l'année, mais une série de 3-4 émissions, on en a fait 4 finalement, même 5 je devrais dire, sur les principes qui sont censés, en tout cas qui officiellement fondent notre système politique en France. Et l'idée, on l'a eue en tout début d'année, septembre, même un peu avant. On a tourné l'émission fin septembre et malheureusement, l'actualité nous a donné raison. Donc on s'est dit, on parle toujours de république, principe républicain, de manière parfois un peu pavlovienne. Là, on s'est dit, ça va être intéressant de creuser vraiment quels sont ces principes républicains. Parce qu'on parle beaucoup de liberté, mais on est dans une année, l'année 2020, où les libertés, comme jamais, ont été menacées, remises en cause. Alors, je ne dis pas que ce sont forcément pour des mauvaises raisons, mais de fait, la première des libertés, celle de se déplacer, a été remise en cause. Ouais. Beaucoup de questions existent également sur la liberté d'expression. On pourrait multiplier. Pareil pour l'égalité. On parle d'égalité, mais l'égalité des chances ne semble pas aujourd'hui extrêmement... la promesse d'égalité des chances ne semble pas très respectée. Fraternité, on est dans une société polarisée, peut-être parfois à l'extrême, peut-être que les réseaux sociaux, le digital a renforcé cet effet-là, où chacun vit dans des bulles cognitives, où on se parle de moins en moins, sans parler de toute la haine qu'on voit en ligne. Donc là, également, la question de la fraternité se pose. Donc on s'est dit, tiens, on va pas dire passer au banc d'essai, parce que ce serait ridicule, mais au-delà des mots, les principes, enfin les valeurs, principes, valeurs, c'est pas exactement la même chose déjà, donc il peut y avoir aussi un débat là-dessus, républicain. Où en sommes-nous ? Donc, on va prendre le temps. Parce que, bien sûr que d'autres chaînes, les chaînes info, à commencer par les chaînes info, évoquent ces sujets-là. Mais nous, on s'est dit, en dehors du flot de l'actualité, on va prendre 2 heures pour chacun des termes, 2 heures sur la liberté, 2 heures sur l'égalité, 2 heures sur la fraternité, pour en discuter en profondeur et de manière apaisée. Voilà. Et je crois qu'on a réussi ce pari. Pour ça, à chaque fois, on a eu 4 invités qui venaient de tous les horizons. Donc on a rajouté laïcité aussi, la 4e émission sur la laïcité. Donc des philosophes, des jeunes politiques, des jeunes essayistes, des activistes aussi, c'est important, des journalistes. Donc voilà, on a eu un panel très varié et on pense très qualitatif. Donc des émissions assez exigeantes, mais en même temps accessibles. Qui, semble-t-il, ont pas mal marché. On a eu quand même, malheureusement, si j'ose dire, parce qu'on ne peut pas du tout s'en réjouir, mais de fait, les événements du mois d'octobre 2020 en France, commencés par les attentats islamistes, ont remis ces concepts de liberté, égalité, fraternité au cœur du débat. On a beaucoup parlé, beaucoup d'articles. Et donc parfois, voilà, on a quelques antennes pour voir un peu ce qui va arriver comme sujet, on va dire, en haut de l'agenda médiatique, mais avec une manière différente d'en parler. Et c'était ça le but de ces émissions. Voilà, on les a faites. On ne va pas refaire à tous les 6 mois des émissions sur la liberté, mais parler de liberté pendant 2 heures, ou pareil pour l'égalité ou la fraternité, de manière apaisée, positive. Je veux dire, c'est bien sûr que le public visé est très large, mais pour un étudiant en droit, pour un lycéen qui prépare son bac philo, ils peuvent regarder les émissions, je pense que ça sera pas inutile. Et est-ce que ça sert aussi à ça, un média, de proposer des contenus comme ça, qui font réfléchir et qui sont peut-être différents aussi de ce qu'on peut lire dans les journaux, voir sur BFM c'est un peu ça ta vision aussi des médias. Chaque média après a sa ligne, chaque média a son modèle et le but n'est pas de donner des leçons au monde entier, c'est pas du tout. Nous, une de nos motivations premières, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de donner la parole à des gens qu'on n'entend pas forcément partout. C'est de donner à nos publics les clés de compréhension du monde. Et ça peut se faire de plein de manières différentes. Ça se fait par bien sûr les séries, les grands reportages,
qui sont au cœur de l'ADN. Ça se fait par des séries documentaires. Ça peut même se faire par des émissions de divertissement où, d'ailleurs, le côté divertissement, il y a un propos qui explique le rapport des jeunes au monde ou qui décrypte une certaine partie. Pour une émission qu'on a faite récemment, j'en parlerai peut-être après, à la Bonne Étoile, rentre parfaitement dans cette catégorie-là. Et ça peut se faire aussi à la marge, parce que c'est par des talks. Des débats, bien sûr, ça peut être des talks de débat, donc là, en l'occurrence, des débats, mais différents, pas ceux qu'on voit sur Chaîne Info, même si c'est pas pour critiquer ceux de Chaîne Info, mais ils sont différents, c'est pas la même temporalité. Ça peut se faire aussi par des émissions de talk, d'interviews différentes, comme Thérapie, dont on parlait, où on apprend des choses sur des artistes. Ça, c'est avec un type d'interview différent, voilà. Mais fondamentalement, Vice, c'est ça, c'est donner à voir le monde sans filtre, avec le moins de biais possible et avec plein de formats différents. Et on pense que Devise rentrait dans cette catégorie-là. Ok, petit mot, la partie un peu argent sur le business model de Vice, même si on l'a compris, c'est principalement publicitaire, donc c'est du contenu et des revenus publicitaires. Oui et non, en fait. C'est-à-dire que ça dépend totalement. Je pense que la force de Vice par rapport à d'autres acteurs ou à d'autres pure players, ça a été assez tôt de se diversifier. Et justement, de ne pas être dépendant d'une seule source de revenus. En l'occurrence, la pire dépendance est dans la dépendance à la seule publicité. Parce qu'on l'a bien vu. Là, on l'a vu cette année en 2020. On l'a vu cette année, mais je pense qu'au-delà de l'année, je crois que c'est même une tendance de long terme avec l'évolution des revenus de la publicité. La baisse relative du display, le duopole Google-Facebook. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je pense que les dirigeants de Vice, que ce soit à l'international ou que ce soit de manière plus locale, ont eu à ce moment-là la sagesse de diversifier. Donc, j'ai dit tout à l'heure, c'est le digital où effectivement la pub a un rôle très important. Et puis, il y a différents types de pubs. Encore une fois, il y a le display, l'événementiel, le brand content. Il y a beaucoup de choses très différentes. Sur la télé, la pub, il y a bien sûr un peu de pub sur VST, mais c'est pas du tout l'essentiel. Vous pouvez l'imaginer, c'est pas du tout l'essentiel. Lorsqu'on produit pour des plateformes, c'est encore un autre modèle. Lorsqu'on travaille pour des marques en tant qu'agence créa, c'est encore autre chose. Donc voilà, il y a une diversité. Les marques vous demandent de produire du contenu pour elles ou c'est un peu l'inverse, c'est vous c'est eux qui s'adaptent un peu à vos contenus? Non, les deux existent. Mais disons, ce qui est certain, c'est que les marques cherchent, lorsqu'ils viennent nous parler, notre force, la force de la marque Vice en France, le public, l'audience que nous avons, qui est très curieuse, très ouverte, très parfois trendsetter, comme on pourrait le dire. Donc là, effectivement, cette audience-là, elle est en même temps très très diversifiée, très diversifiée, parce que Vice vraiment est un média qui aussi bien urbain que rural, que suburbain. Enfin vraiment, je pense qu'on a une grande diversité, mais une audience très très qualitative, on peut dire. Et puis voilà, on est associé à la liberté. On est quand même dans là je parle au-delà de Vice, c'est un constat qui on va dire concerne toute l'industrie. Le fondateur de Vice d'ailleurs avait une bonne formule à ce niveau, à ce propos, qui s'appelait donc Shane Smith, et il disait Shane Smith que les jeunes, ces digital natives comme on les appelle, ont un bullshit detector. Et c'est vrai, il suffit d'en côtoyer. Moi je les côtoie notamment avec mes étudiants à Sciences Po. Ils ont grandi avec tous les codes de la communication, ils savent les utiliser, ils se font pas avoir. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont cyniques, voilà, ou qu'ils sont pas parfois également aussi capables de naïveté, heureusement, quand on est jeune. Mais globalement, il y a une éducation à l'image qui est pas la même que celle qui était il y a 50 ans. Voilà, c'est de toute évidence. Donc, il faut trouver des nouveaux moyens pour une marque de créer de la confiance. C'est vrai pour quelle que soit la marque, mais c'est vrai aussi pour une marque média. Et les différents annonceurs avec lesquels on travaille, et vraiment, je le disais tout à l'heure, c'est tout type de marque, y compris des acteurs institutionnels. Voilà, c'est le retail, la banque, la culture. Enfin voilà, on pourrait l'automobile. On travaille vraiment avec tous les secteurs. Voilà, ce qui les intéresse chez Vice, au-delà de la créativité de nos productions, qui est quand même on va dire le sel de la terre, au-delà de cette créativité-là, il y a aussi nos audiences. Voilà, nos audiences qui sont à la fois fortes, voilà, avec fortes d'un point de vue numérique, mais d'un point de vue qualitatif, très engagées, très curieuses, très ouvertes.
C'est ça qui intéresse les annonceurs. Écoute, on a fait un bon petit tour déjà sur la partie Vice. Comme tu sais, je finis souvent par une petite discussion autour du futur des médias, de la prospective. Et donc, comme on le disait en intro, et tu l'as aussi redit, t'es prof à Sciences Po. Alors, t'as un cours Future of TV. Qu'est-ce qu'on enseigne dans un cours de Future of TV à des étudiants de Sciences Po? Oui, alors le titre, et les étudiants le comprennent assez vite au cours du semestre. Il a un petit côté ironique, justement, parce que je me moque gentiment, hein, justement, des tons trop péremptoires et des analyses prospectives un peu trop, un peu trop résolues sur ce qui concerne la télé. Parce que la télé, il suffit de se plonger dans les différents articles, dans la littérature à ce sujet. Elle est annoncée comme morte ou mourante depuis 40 ans. Ouais. Je veux dire, on disait déjà que le magnétoscope allait tuer la télé. Ça s'est renforcé avec le DVD. On a dit que le pay-per-view allait tuer la télé. Puis on a dit que les plateformes allaient tuer la télé. Non, parce que de fait, la télé s'adapte. La télé a des atouts que tous les autres acteurs qu'on a cités n'ont pas forcément, comme la capacité à rassembler. Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même très importante, à la fois pour les annonceurs, bien évidemment, mais je pense également aussi d'un point de vue sociétal. Sociologique, absolument. Sociologique, il faut que nos sociétés qui sont très isolées, avec parfois très polarisées, comme on le disait, avec chacun son écran, puissent aussi se rassembler, et ça, la télé a cette force. Alors, je fais une petite parenthèse, pardon. Oui. Je sais pas si tu as vu c'est Disney+, je crois, qui lance ça. Tu peux regarder un écran. Tu peux inviter d'autres gens à regarder qui sont chacun chez soi et ça partage l'écran, tu vois les autres personnes regarder le même contenu que toi, donc c'est synchronisé. Oui. Qu'est-ce que t'en penses de ce genre d'initiative? C'est intéressant. Après, je sais pas si ça a marché, mais je pense qu'on sait pas. Possiblement, en tout cas, l'idée est intéressante. Moi aussi, j'ai trouvé ça assez cool. Et oui, et puis ça montre quand même le besoin de créer, de recréer aussi du. Là, encore une fois, le mot peut être galvaudé, mais un peu de créer du commun. Voilà, du physique. Alors là, même si c'est à distance, de créer cette relation-là. Et je pense qu'on en a besoin. Et peut-être cette année, après cette année si particulière, d'isolement pour beaucoup de gens aussi. Il faut quand même pas oublier que beaucoup de gens, et beaucoup de jeunes notamment, ont été isolés une grande partie de l'année. Donc voilà, je pense que ça rentre dans ce cadre-là. Donc ça, c'est intéressant. Donc la télé a toujours été remise en cause. Elle arrive, elle est quand même très résistante, très résiliente, comme on dirait aujourd'hui. Donc il y a quand même cette force-là. En revanche, ce que dans mon cours j'essaie de creuser, et on le fait tout au long du semestre à travers toutes les différentes thématiques que la télé peut traiter, de l'information au sport en passant par le documentaire et la fiction, c'est de voir comment les changements technologiques, on peut pas nier le fait qu'il y a eu des évolutions importantes, ont pu influencer la manière de raconter les histoires ou de raconter le sport, et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir comment pour chacune de ces thématiques la technologie influence la narration. Et là, c'est un exercice qu'on fait pour la télé, mais qu'on pourrait faire, depuis que le monde est monde, la technologie a toujours une influence sur la manière dont on transmet, dont on véhicule des idées. La création, l'apparition de l'imprimerie a eu des effets gigantesques, et l'apparition d'Internet également. Donc ça, c'est passionnant à suivre. Encore une fois, on creuse, et j'invite aussi assez souvent des professionnels. Comme c'est des étudiants de master, c'est à la fois intéressant de creuser différentes thématiques, c'est aussi intéressant de voir les grands chiffres, les grandes évolutions, parce que il y a des choses qui, pour nous, on a autour de 35 ans, nous semblent évidentes, mais lorsqu'on a 20, 22 ans, on n'a pas forcément tout l'historique de ce qui s'est passé, des énormes évolutions qui ont pu avoir lieu depuis les années 90. Eux sont digital natives, mais nous, on a connu le monde avant YouTube. Nous sommes des anciens combattants. YouTube a été créé en 2005, on avait déjà 20 ans. Donc, on peut dire qu'on a connu le monde avant YouTube. Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui n'ont pas connu le monde avant YouTube et avant les plateformes OTT. Donc ça, c'est intéressant. C'est un peu une mise en perspective qui essaye à la fois d'analyser les évolutions, mais quand même, donc les évolutions narratives, mais en même temps qui ne veut pas, on va dire, céder au fait que tout change et que la télé s'effondre, et non, pas du tout. Mais par exemple, quand on parle du narratif, moi, j'ai pas l'impression, au final, que la narration a fortement évolué avec les plateformes. Parce que il y a toujours eu on prend des documentaires, les documentaires sur Netflix de 90 minutes, il y en a toujours eu en prime time, sur France 2.
Les séries, c'est pareil. Donc, j'ai pas non plus l'impression. Alors, avec YouTube, c'est peut-être un peu différent parce qu'il y a des nouveaux formats un peu plus courts. Je sais pas, mais j'ai pas l'impression que fondamentalement, la façon de raconter une histoire a beaucoup changé. Les usages, oui. Les gens vont regarder sur un téléphone portable. Mais alors, il y a la question des usages, effectivement, qui est centrale et qu'il faut traiter. Après, il y a la question du fond. Quand tu dis fondamentalement, à quel niveau on se place? Parce que si tu te places au sens fort du mot fondamental, je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est vraiment quelque chose que je répète dans mon cours. Mais fondamentalement, bien sûr, on a des iPhones dans nos mains, mais l'être humain ne change pas. En tout cas, je ne le pense pas. Et les grands axes de narration ont toujours été... il suffit de lire l'Iliade et l'Odyssée pour comprendre que les questions, fondamentalement, les questions sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Une bonne histoire reste une bonne histoire. Oui, et puis même les problématiques, le rapport à la transcendance, l'amour, la mort. Enfin, je veux dire, si on parle de fond, rien n'a changé, et rien ne changera, rien de nouveau sous le soleil. Donc là, je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que j'ai aussi plaisir dans ce cours à montrer des images d'archives, de vieux films, pour montrer que fondamentalement, prends ton expression, les choses varient très peu. Après, dans les usages, oui. À la marge, dans certaines techniques, des choses peuvent changer. Par exemple, si on parle des vidéos digitales, il faut savoir que une vidéo a 4-5 secondes pour convaincre, sur Facebook notamment. Ouais, lorsqu'on a 4-5 secondes pour convaincre, par définition, on raconte pas la même chose que lorsqu'on est Sergio Leone qui, il était une fois dans l'Ouest, la scène d'introduction à la gare, où pendant 10 minutes, il se passe rien, on voit une mouche passer d'un type à l'autre. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, je veux dire, le rapport au temps, aujourd'hui, dans nos sociétés, a un peu changé. Et ça, c'est quand même indéniable. Les fondamentaux de la narration seront probablement toujours les mêmes, mais dans les techniques, il peut y avoir des variations. Je comprends. Ça, c'est pour la fiction. Si on parle de l'information, il y a des problématiques nouvelles qui apparaissent. Si on parle des fake news, par exemple, on se rend compte que la question des fake news, la question de la mauvaise information a toujours existé. Donc c'est pas que fondamentalement les choses changent pas. On retrouve des textes dans l'Antiquité, on retrouve des textes du début du XXe siècle où il y avait même à la Révolution, j'ai vu. Il y a toujours eu des hoax, comme on dirait en anglais. Ça a toujours existé. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? C'est le rapport au temps. C'est le fait que ça se développe une fois que le verre est dans le fruit. Il se déplace beaucoup plus vite. Et on le sait qu'il est beaucoup sur Twitter notamment, une information fausse circule 6 fois plus vite qu'une information vraie, et c'est toujours très difficile de rétablir par la suite la vérité. Après, d'autres questions importantes se posent. Si on prend cette question des fake news, qui définit ce qui est vrai, qui définit ce qui est faux, quelle est la place du législateur, quel est le rôle des plateformes pour modérer. Donc, on voit bien que fondamentalement, les choses ne varient, les problématiques sont les mêmes depuis que le monde est monde et depuis que l'homme raconte des histoires ou raconte l'information. Cependant, la technique et la technologie ont une influence énorme sur les nouveaux enjeux, sur une nouvelle problématique. Et c'est ça, voilà. Sur le sport, on pourrait multiplier la manière dont on filme le sport, le fait que l'influence des jeux vidéo dans la réalisation de la retransmission sportive. Voilà, il y a beaucoup de questions. Les sujets sont très vastes. Et un semestre, bien sûr, à raison de 2 séances de 2 heures par semaine, ne peut pas couvrir tout. Mais voilà, au niveau master, l'idée c'est ça. Et j'ai beaucoup de plaisir à le faire, d'autant plus que le cours est en anglais parce qu'il est à destination d'étudiants internationaux. Donc, dans mon cours, j'ai toujours des gens qui viennent de tous les pays du monde. Thaïlande, Mexique, Canada, États-Unis. Il y a quelques Français aussi, bien sûr. Mais voilà, donc ça, c'est très intéressant parce que chacun partage aussi des contenus, la manière dont ces questions sont abordées dans chacun de ces pays. Donc, c'est très différent. Tu as des retours Parce que j'ai l'impression que le traitement de l'actualité est évidemment différent par pays. Je crois qu'aux États-Unis, ils ont un lien à l'actualité qui est un peu différent de chez nous, peut-être plus dans l'actu. Mais est-ce que tu sens fondamentalement, par exemple, tu parlais de Thaïlande, est-ce qu'en Thaïlande, ils ont une consommation des médias qui est complètement différente, ou finalement, on arrive en 2021 à une consommation, quel que soit le pays, qui est... J'aime pas trop essentialiser en général parce qu'en plus, ça demanderait plus de temps et plus de détails. Ceci dit,
on voit quand même quelques axes émerger et lorsque je présente des extraits, c'est une évidence qu'il y a des différences entre la manière dont on consomme les médias, notamment à travers les réseaux sociaux en Asie. Certaines problématiques peuvent être radicalement différentes. Aux États-Unis, pareil, je vois qu'aux États-Unis, c'est intéressant aussi. C'est des phénomènes qui sont à la fois et intéressants et prometteurs, mais aussi parfois inquiétants. Le rapport au politiquement correct, à certaines questions, aujourd'hui, bouffe beaucoup d'espace dans le débat américain. Parfois, c'est pour le meilleur. Parfois, c'est au détriment de la liberté d'expression. Mais dans tous les cas, on ne peut pas calquer le modèle américain à l'Europe parce que ce ne sont pas les mêmes histoires, c'est pas le même rapport au communautarisme, ni forcément à l'universalisme. Voilà, donc il y a des choses qui peuvent être radicalement différentes. Après, il y a aussi des thématiques, le rapport à l'actualité et donc à la liberté d'expression n'est pas le même dans tous les pays. Et tous mes étudiants ne viennent pas de démocratie, on va dire, libérale. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de parfois avoir des différences et des discussions. Et on apprend, enfin moi j'apprends aussi, à travers ces discussions-là. Les échanges. Ça me fait rebondir donc à une autre question que je voulais un peu aborder, et ce côté un peu international et l'occasion de se le dire, c'est que donc là on est, comme on l'a dit, dans une économie de l'attention ou de l'attention qui est de plus en plus fragmentée. Par ailleurs, moi j'ai vu des stats. Alors je lisais une étude de l'Institut Reuters sur les médias locaux qui ont des statistiques assez incroyables, puisque 47% en fait des personnes interrogées se déclaraient super intéressées, enfin très très intéressées par l'information locale. Il y avait beaucoup plus d'engagement et beaucoup plus d'intérêt sur l'information locale, soit au niveau de la ville, soit vraiment très localisé. Il disait qu'une des raisons, c'était que le contenu local, en fait, ça renforce le sentiment de communauté. Donc les gens se rassemblaient plus. Mais d'un autre côté, on va de plus en plus vers de la globalisation. On le voit, Netflix, Disney+, aujourd'hui, les contenus, ils sont globaux quand ils sont produits. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à être trop global, d'avoir une mauvaise perception en fait de sa société, peut-être de perdre son identité? Donc, je ne sais pas comment tu vois les choses pour entre guillemets, le futur de la production, mais est-ce que le curseur il va plus vers quelque chose de très globalisé parce que on voit que ça coûte moins cher de faire produire un contenu qu'on va distribuer partout dans le monde qu'un contenu qui va être juste vu par une petite communauté? Ou est-ce que, au contraire, parce qu'il y a les réseaux sociaux et que les gens ont de plus en plus envie de contenu local, on va aller vers plus de local? Il n'y a pas de réponse, il n'y a vraiment pas de réponse certaine, mais toi, ton point de vue, c'est quoi? Il n'y a pas de réponse certaine, mais ce qui me paraît certain, c'est que la question est vraiment passionnante. En tout cas, moi, elle me passionne. Je ne connaissais pas l'étude que tu as mentionnée, à laquelle tu fais référence. Je mettrai dans le... oui, je serais très intéressé par la voir, et elle ne me surprend pas trop. Alors, pour les interactions entre local et international dans une société globalisée, je pense que se référer au texte souvent assez éclairant à ce sujet de Régis Debray, il y a... indiscutablement, je ne vais pas dire un retour au local, parce que je pense qu'il est jamais parti, je pense que voilà, mais peut-être que certains pensent qu'il y a un retour au local parce qu'eux l'avaient oublié, que le local comptait. Voilà, je pense que c'est plus une question de perception de certaines élites, ou en tout cas autoproclamées, et de certains décideurs. Il a eu une tentation, une illusion que le monde était plat, que finalement tout était interchangeable et qu'on pouvait donner plus ou moins la même chose à regarder, comme on peut donner plus ou moins la même chose à manger ou la même chose pour s'habiller, selon qu'on soit à Brooklyn, dans l'arrière-pays niçois ou au Japon. Donc voilà, je pense qu'il y a eu cette illusion-là qui... encore une fois, est une illusion qui repose en partie sur des choses vraies. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques qui sont universelles, il y a des goûts qui sont universels, il y a une aspiration pour la liberté qui peut être universelle. Donc ça, c'est effectivement, personne ne pourra le regretter. Et des produits de qualité, de très grande qualité, qui voyagent. Et si on fait... plus précisément référence à la fiction ou à l'information qui demande souvent des gros budgets. Il est bien sûr beaucoup plus aisé de produire ça lorsqu'on peut amortir, si j'ose dire, et distribuer ces différents objets, qu'ils soient artistiques, encore une fois, ou d'information, à travers le plus de marchés possible. Donc on ne peut pas le regretter. Il y a des fictions extrêmement ambitieuses
produites. Je un exemple qui n'est pas un exemple Netflix, d'ailleurs, il y aurait beaucoup d'exemples Netflix à donner, mais un exemple Canal, comme par exemple Canal, Sky aussi dans mon souvenir, comme The Young Pope, voilà, que j'ai trouvé une série absolument magnifique de Paolo Sorrentino, extrêmement ambitieuse, casting de premier plan, une écriture à la Sorrentino toujours exceptionnelle. Bon, je pense qu'une production d'une telle ampleur n'aurait pas pu uniquement vivre sur le marché italien. Donc je trouve ça assez formidable que nous, marché français ou d'autres marchés britanniques, américains, puissions en profiter. C'est vraiment la mondialisation dans ce cas le meilleur d'objets intelligents, esthétiques. Donc je veux dire, ce serait absurde de remettre en cause ce modèle-là, puisque un produit beau, un contenu intelligent, le plus il peut circuler, plus c'est formidable. Donc je pense que s'opposer à une globalisation de ce qu'il y a de meilleur, par définition, c'est absurde. En revanche, on ne doit surtout pas oublier le local, parce qu'encore une fois, chaque culture est différente et elles ne sont pas interchangeables. C'est à la fois vrai pour les cultures, mais aussi au niveau de l'individu. Je pense que le niveau de l'individu est encore plus pertinent. Donc je crois que le retour au local n'en est pas un. Il a toujours existé. Il y a toujours eu ce besoin d'avoir les informations sur là où on est, avoir la presse régionale. La presse régionale souffre parce qu'elle dépend en partie des revenus publicitaires et on connaît l'évolution. Mais en termes d'audience, d'intérêt et d'audience, c'est incroyable. C'est resté toujours extrêmement fort. Donc il y a plutôt un modèle, il y a plutôt une question de modèle, comment on finance, parce qu'il y a un vrai intérêt du local, comment on le finance, ça va être plutôt ça les vraies questions qu'il faut se poser. Oui, si on prend l'exemple de la PQR, oui, il y a comment on finance, comment elle arrive également à se diversifier. Je pense aujourd'hui chez Vice, bien sûr, je suis très loin en termes de groupe et de business model de ça, mais je trouve que la presse régionale, mais également nationale, a des enjeux énormes de diversification. À la fois éditoriale dans son rapport aux marques, la presse nationale et une partie de la presse nationale ont déjà enclenché cet effort il y a quelques années, rien qu'à voir ce que fait le groupe Le Figaro par exemple, qui est très moteur pour tous ces aspects-là. Donc oui, il faut les anywhere et les somewhere. Il y a cette fameuse distinction. Je pense qu'on a tous un peu des deux en nous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait d'études tout à l'heure, on parlait de la manière dont parfois on essentialisait les publics, les audiences. Lorsqu'on dit la Gen Z ou les milléniaux, tous les 3-4 matins, des articles là-dessus, et la Gen Z pense ci, et la Gen Z pense ça. Bon, c'est une essentialisation par classe d'âge qui n'est pas totalement fausse, bien sûr, mais qui est très souvent excessive. Et la grille d'analyse générationnelle a parfois totalement effacé la grille d'analyse sociale qui, à mon sens, demeure la principale. La grille d'analyse sociale demeure la principale. Et dans le social, il y a bien évidemment l'identité. Et lorsque ces jeunesses-là, la jeunesse est très polarisée, comme toute la société, il y a quelques thématiques qui reviennent toujours, avec des réponses parfois très très différentes, mais la thématique de l'identité, la thématique de la transmission, voilà, on pourrait citer beaucoup d'autres exemples, mais qui sont intéressants. Les questions sont souvent les mêmes, les réponses diffèrent souvent. Donc, il faut pas essentialiser, très important. Et parfois, on a oublié la dimension géographique. Voilà, c'est pas la même chose. Selon où on grandit, le milieu, le niveau d'études, le niveau des revenus, le secteur dans lequel on travaille. Il y a beaucoup de choses. Donc, tout ça demande un peu de finesse. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que le local, le national et l'international sont totalement complémentaires. Et aujourd'hui, on peut aussi bien être un fidèle lecteur de son quotidien régional que regarder Netflix ou Amazon Prime. Je crois que ces séparations-là sont devenues artificielles. Mais chez ceux qui parfois les exploitent ou veulent en faire des tonnes là-dessus, c'est parfois aussi une simplification à l'extrême et un mépris un peu des gens. Il ne faut pas mettre dans des cases. Je suis d'accord. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi. Après, je me dis, je pense qu'on fait ce distinguo, mais est-ce que voilà, ceux qui sont nés avec YouTube, comme on disait, ceux qui sont nés avec Netflix, est-ce que voilà, à terme, ils vont pas oublier ce côté local? Plus on a l'impression que son identité est en risque de dilution, voire même de dissolution, plus on est tenté par la protéger, voire même
la soutenir, non, mais voire même aussi la surprotéger. Je veux dire, ça peut être dans les deux cas. Hein. C'est à la fois, ça peut être très positif, très négatif. En revanche, la prise de conscience, elle est positive. Le fait que cette prise de conscience existe est positive, et donc c'est des questions qui sont très intéressantes. L'analyse électorale également peut permettre de voir que la jeunesse a des avis assez contrastés également sur cette question liée à l'identité, donc c'est très intéressant. Non, mais c'est intéressant, et puis ça me permet juste de rajouter un petit mot, puisque toi tu soulignais que tu étais corse, et c'est marrant parce que nous on a avec Ocast des clients qui ont lancé une plateforme autour de l'identité corse, donc avec des contenus, des films produits localement en langue corse, etc. Et je trouve l'initiative intéressante, et je trouve que proposer une plateforme de SVOD qui est un peu l'anti-Netflix, puisqu'on va avoir du contenu local, pour autant avec des talents avec du cinéma, du documentaire, etc. Je trouve que c'est intéressant, donc j'espère qu'il y aura plus d'initiatives comme ça aussi. Alors, c'est non seulement intéressant, donc bonne chance à eux, vraiment bonne chance, mais et c'est même pas un mais, je dirais, il faut pas oublier que ce genre d'initiatives-là sont totalement complémentaires avec le fait et avec des ambitions universelles. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait d'un côté une plateforme qui vise un public, etc., qu'on renonce par ailleurs à l'universel. On va pas parler de la Corse, mais c'est bien un héros, même si parfois il est aussi critiqué, mais qui est universel et connu dans le monde entier, parce que le côté outsider qui réussit, etc., et je pense que cet aspect-là du héros, en tout cas du personnage, est universel, c'est Napoléon. Donc, je veux dire que où qu'on soit, d'où qu'on vienne, je pense que c'est important de défendre son identité, de défendre sa culture, et c'est toujours fondamental de vouloir la faire partager avec les autres et de lui donner une portée la plus universelle possible. Et je crois que si on fait référence à la Corse, on peut être bien placé pour ça. On a tous les atouts pour cela, notamment, sans parler forcément d'universel au niveau mondial, au moins au niveau méditerranéen. Et moi, j'y crois beaucoup à cette force culturelle de la Méditerranée. Bah, ceux qui veulent découvrir la culture corse et méditerranéenne, allez sur aligny.com. Voilà, petit instant promo. Je te propose qu'on passe sur la question de la fin. Question simple, réponse concise. Quels médias tu consommes toi au quotidien ? Alors, j'en consomme vraiment beaucoup. J'imagine, oui. Je suis un peu un boulimique de médias et je lis, je vais pas dire tout, mais le plus possible. Je consomme beaucoup la presse écrite. J'aime beaucoup la presse écrite dans sa diversité. Donc t'achètes les journaux physiques ou tu je suis plutôt digital. Ouais, je suis passé plutôt digital, notamment le confinement, je pense que ça a été le cas de beaucoup d'entre nous à renforcer cet aspect-là. Mais d'un côté, c'est un plaisir aussi de pouvoir participer au financement de la presse, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire ou autre, magazine plus généralement. Voilà, je suis un gros consommateur, je ne veux pas dire tout parce que ce serait forcément des oublis, donc j'essaie de lire le plus de choses pour bien sûr pour m'inspirer, pour m'informer, et on est quand même on vit dans une période qui est passionnante en termes de, pardon, je sais que tu voulais une réponse concise, mais on vit quand même dans une période extrêmement complexe avec des nouveaux modèles qui sont mis en place, des questions politiques passionnantes, des mouvements sociologiques à étudier, donc je pense que c'est important d'en lire le plus possible. D'avoir cette vision de la société via... donc je suis très presse écrite, et puis pour la télé, bien sûr, plateforme, si tout était minuté, tu peux bien imaginer que je passe énormément de temps à regarder Vice TV. Oui. Ouais, mais tu sais, parfois il faut aussi aller regarder plein d'autres choses pour voir les concurrents. Je te rassure, je regarde beaucoup de choses, et voilà. Est-ce que tu as des livres à recommander à nos auditeurs, des livres que tu recommandes à tes étudiants, peut-être ? Bon, oui, la littérature a une importance énorme. Je pense que c'est à travers le roman qu'on comprend le mieux la diversité du monde et qu'on se confronte le mieux à l'altérité. Donc, je suis beaucoup plus roman que essai. Un roman, par exemple, qui t'a marqué Non, mais aux étudiants, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que les techniques changent, le fond de la bête, si j'ose dire, reste le même. Pardon. Ouais. Et donc, il y a 2 livres, bon, après, mes étudiants sont parfois étrangers, donc c'est pas toujours forcément facile d'accès. Sur le fond de la bête, je conseille souvent les pensées de Pascal, qui, à mon avis, sont... les pensées, c'est l'ouvrage qui est indépassable, en tout cas à titre personnel, à ce sujet, sur les différentes aspirations, contradictions de l'être humain. Sur la presse en général, il y a 2 livres que j'apprécie
tout particulièrement 2 romans français du 19e siècle, Illusion perdue, d'une part, de Balzac, et Bel Ami. Ça se passe de Maupassant. C'est bien sûr la presse. La presse avec aussi le côté l'espoir de ces jeunes qui montent à Paris pour briller dans la presse. Et on apprend beaucoup de choses, à la fois sur le fait que fondamentalement les ambitions, les inimitiés, les haines, les médiocrités, mais en même temps les idéalismes ont toujours existé et se reproduisent à travers les époques, qu'on soit sur une presse naissante du 19e siècle ou qu'on soit aujourd'hui sur du numérique. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis la manière dont aussi les thématiques sont abordées dans ces 2 livres, particulièrement, c'est avant tout la politique. Mais voilà, donc je pense que ce sont des romans sur le journalisme, sur les médias, et en même temps des romans sur un peu, je vais dire initiatique, ce serait excessif, mais qui peuvent inspirer tout jeune qui veut se lancer dans les médias. Non, mais ça me fait... Tu anticipes ma prochaine question qui était justement, est-ce que tu as un conseil à donner pour tous ceux qui veulent se lancer dans les médias au sens large? Ça va, c'est un peu délicat, ça va rejoindre un peu ce qu'on a dit, déjà beaucoup lire la presse, la presse, et regarder des vidéos, bien évidemment, être le plus curieux et ouvert possible. Ça, je pense que c'est ne pas se limiter à la France, ne pas se limiter qu'à ses centres d'intérêt aussi. Ne pas se limiter qu'à la France. Regardez, on apprend beaucoup de choses. Je veux dire, même quand on n'aime pas le sport, si on n'aime pas le sport, la réalisation, l'influence du sport est très intéressante à suivre, y compris sur d'autres choses. Moi, je ne suis pas du tout un consommateur de télé-réalité. De fait, la télé-réalité a créé des codes. Là, pour le coup, je le déplore en tant que citoyen, mais a créé des codes qui ont même infusé la politique. Il y a même une star de la télé-réalité qui a été élue présidente des États-Unis. Donc, même s'il n'était pas qu'une star de la réalité par ailleurs. Mais donc ça, il faut s'ouvrir le plus possible. Mais voilà, à la fois dans l'international et en même temps dans le local. Donc ça me semble clé. Et je le répète, le roman, parce que c'est quand même le meilleur moyen de se... On est une société où on parle qui essaie de plus en plus de créer des bulles cognitives, des séparatismes aussi. Et je crois que le roman permet de s'ouvrir probablement encore beaucoup plus que les essais. Et puis aussi, peut-être ça rejoint ta question sur les livres quand même, on est quand même des milieux d'images. Ouais. D'ego fort à tous les niveaux, d'ego parfois mal placé. Alors c'est le cas dans toutes les industries, bien évidemment. Même pour être dirigeant d'un club de ping-pong, il doit y avoir des rivalités. Je n'ai rien contre les gens qui font du ping-pong. Aujourd'hui, il faut toujours le préciser pour pas laisser croire qu'on discrimine. Donc, mais même dans un club de ping-pong, il y a des rivalités pour devenir le président ou le trésorier. Donc j'imagine que c'est pas que je suis dans les grands groupes médias ou dans la politique. Mais toutefois, dans les médias et dans les métiers de la communication, ça ressort beaucoup plus, avec des choses d'ailleurs très toxiques qui sont en train de changer, qui ont été dénoncées, des comportements par le passé scandaleux, antiques là-dessus. Donc voilà, il faut savoir où on met les pieds. Il faut savoir que l'homme est fait de lumière, mais aussi de côté parfois très sombre. Et dans le flot de vanité, parfois, que ces métiers d'image induisent, il est parfois bon de prendre un peu de recul. Et je crois que là, c'est une réponse très personnelle, bien sûr. Chacun peut trouver ça où il le souhaite. Je crois que dans les textes antiques, notamment, à titre personnel, je dirais plutôt dans la pensée stoïcienne notamment, il y a beaucoup de choses très inspirantes. Donc, il faut lire aussi, au-delà de Bel Ami, d'Illusion perdue et de la presse, je pense que les pensées de Marc Aurèle sont aussi une bonne lecture pour conserver la tête froide face à ce qui parfois peut sembler et est de la vanité dure et agressive. Ok, écoute, merci pour tout ce partage et puis ces recommandations de lecture. Je mettrai tout ça en lien de l'épisode. Et merci pour tout ce que tu as dit. On est resté pas mal de temps à discuter. Je pense qu'on a certainement oublié pas mal de choses, mais on a fait une bonne vision déjà de ton parcours et de Vice. C'était le but. Merci pour cet échange. Je te remercie Romain, à très bientôt. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media.
bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.